J'ai perdu mon premier enfant. C'est une conséquence directe de la maladie puisque la grossesse se déroulait très bien jusqu'aux 5 mois, de ma grossesse et puis tout d'un coup, tout s'est arrêté. Pendant 3 jours, j'ai eu à porter la mort en moi, alors que j'avais porté la vie jusque-là. J'étais très en colère, j'avais toute cette, immense tristesse, cette immense colère, cette immense culpabilité et je ne savais pas quoi en faire. Il y a eu un avant-après pour mon hypersensibilité parce que autant avant, j'arrivais un petit peu parfois à retenir mes larmes, autant là, je pense que j'ai passé, 2-3 semaines à pleurer sans cesse du matin au soir. Quand je regarde le chemin parcouru, je suis heureuse. Je peux dire que j'ai eu une belle vie, je peux dire que j'ai vécu des putains de montagnes russes, mais qu'est-ce que ça valait le coup? Je suis Edmé Dena, coach et thérapeute holistique, une pragmatique sensible, qui était enfermée dans son mental et qui a retrouvé sa liberté en se reconnectant à l'intelligence du corps. À travers le partage de mon chemin de guérison, je t'offre des outils pour que tu puisses réconcilier toutes les dimensions de ton être. Ton corps mental, ton corps physique, ton corps émotionnel et ton corps spirituel. Chaque épisode est une invitation à te libérer de tes blessures pour reprendre enfin le pouvoir de ta vie. N'oublie jamais que tu es une femme puissante et qu'à chaque instant, il est possible de changer ta destinée. Pluriel. Dans cet épisode, je te partage mon échange avec Yamina, qui est l'une des femmes inspirantes et inspirées que j'ai eu l'honneur d'accompagner pendant plus d'une année. Avant de te présenter cet épisode, j'ai envie de te dire que son discours, ses mots, son courage sont venus toucher quelque chose de très profond en moi. J'ai été émue à plusieurs reprises. C'est une femme douce, solaire et puissante à la fois, un exemple de courage et de résilience. Dans cet épisode, elle nous partage comment elle a su se reconstruire quand tout s'est effondré autour d'elle. Elle a surmonté la maladie, le deuil périnatal, la trahison, mais elle n'a jamais perdu la foi à un seul instant. Elle a toujours cherché de l'aide avec humilité. Elle incarne un message d'espoir qui nous rappelle que même quand nous traversons nos heures les plus sombres, la lumière est toujours au bout du chemin. Elle nous rappelle que nous sommes en permanence accompagnés et guidés par quelque chose de plus grand que nous. Elle se livre aussi en toute vulnérabilité sur le chemin qu'elle a parcouru pour se reconnecter à ses émotions, à son corps et à sa féminité. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour Yamina, bienvenue. Hello, merci beaucoup. Comment tu te présenterais? C'est très difficile pour moi de me présenter parce que, justement, il y a plein de choses que je fais, que j'aime et c'est difficile d'en choisir une. C'est difficile de pas donner la liste, exhaustive de tout ce que je fais qui me passionne. Mais pour me présenter dans les grandes lignes, je dirais que je suis une maman déjà. J'ai un petit garçon de 6 ans que j'aime énormément, qui me rend très heureuse. Mais globalement, ce que j'exerce comme profession, c'est, ingénieure qualité, c'est les études, que j'ai faites et puis, à côté de ça, j'ai aussi eu un chemin où, j'ai, fait du coaching pour d'autres femmes. J'ai accompagné, des femmes ambitieuses à réaliser les projets qui leur tenaient à cœur. Puis derrière, j'ai aussi investi dans l'immobilier. Je me suis passionnée pour l'immobilier et puis aussi tout ce qui, va permettre de me rendre plus libre de mon temps, de mon énergie, donc voilà, de générer des revenus, on va dire, de façon passive et donc j'ai fait aussi, du marketing relationnel, j'en fais toujours et je pourrais continuer, je pense, encore 2-3 minutes à présenter tout ce que j'aime faire et que je fais. C'est justement un exercice difficile quand on est multipotentiel et multipassionné, Mmh mh. parce qu'on peut faire plein de choses bien et en même temps on est attiré par plein de choses, ce qui C'est fait ça, qu'on peut avoir l'impression de se perdre et en même temps de se retrouver dans chaque activité et exactement, dans chaque chose dans lesquelles on entreprend. c'est ça. Comment tu as découvert que déjà tu étais hypersensible? L'hypersensibilité, ça fait très, très longtemps, hein, que j'ai conscientisé que j'étais hypersensible parce que, bah, j'étais toujours celle qui avait la larme facile, celle qui pleurait en regardant des films, celle qui était touchée par,
par d'autres personnes en regardant des SDF dehors, en regardant, même aussi la beauté du monde, en écoutant une chanson, j'avais, quelque chose en moi qui vibrait et qui me faisait ressentir une profonde joie. En regardant la nature aussi, être passionné par, la beauté, être touché par, ce qui est beau, voilà, ce qui sort vraiment, enfin, ce qui est magique, on va dire, dans la vie, que peut-être que d'autres personnes ne perçoivent pas. Mais c'est vrai que tout de suite, j'étais vraiment, vraiment touchée et donc bah, je pleurais un peu, quoi. Ou j'étais dans un état de béatitude aussi, que d'autres ne comprenaient pas. Et comment tu as géré ton hypersensibilité? J'ai essayé de la cacher parce que c'était pas spécialement normal de ressentir ça avec, autant d'intensité. J'avais, le sentiment de ouais, d'être vraiment différente et du coup d'être, faible et il fallait pas montrer, que, ben, moi j'étais touchée par plein de choses et que ça pouvait m'atteindre, et que je pouvais, bah, ressentir, toutes ces émotions et en plus, que mon visage me trahissait en fait, je ne pouvais qu'être transparente en fait, on pouvait vraiment lire en moi comme, dans un livre ouvert. La première chose que j'ai essayé de faire, c'est de me renforcer, de cacher aux autres que j'étais sensible en fait et puis après, l'âge aidant, l'expérience aidant, j'ai choisi d'accepter tout simplement parce que au final, j'en avais un peu assez de lutter contre ma véritable nature. J'ai compris que, déjà, j'étais pas seule à être comme ça, même si je pensais être la seule, j'étais la seule que je connaissais dans ma famille, dans mon entourage, mais au final, il y avait d'autres personnes qui avaient cette sensibilité, cette hypersensibilité. Et ce lâcher prise, c'est le chemin à emprunter aussi quand on est hypersensible, hyper empathique. Parce que une des grosses problématiques que peuvent avoir les personnes très sensibles, très empathiques, c'est de faire le deuil, de lâcher prise sur une situation de manière générale. Ça peut être sur une relation, ça peut être sur un travail, sur un projet. Mmh Le mh. fait de passer à autre chose et de se dire: «OK, cette étape-là est terminée, je peux passer à autre chose». Mmh C'est pas mh. forcément un échec de passer à autre chose. Et ben, ça peut être très compliqué en tant qu'hypersensible et on a tendance à se juger. Tout ce que tu dis, c'est exactement ce que j'ai ressenti, le fait de pas réussir à faire, le deuil total, le fait de laisser les portes ouvertes, faire une fixette sur comment ça aurait dû se passer et refuser un petit peu, la réalité, des choses, quoi. Et oui, le fait de me juger sans cesse encore et encore, refaire l'histoire, comment j'aurais dû faire, qu'est-ce qui aurait pu se passer différemment. Ça, c'est quelque chose qui m'a enfermée pendant de nombreuses années, en fait, hein, dans mes souffrances, on va dire. Ça fait quelques années que j'ai cherché à remettre un peu d'énergie féminine dans mon quotidien et puis surtout travailler la douceur envers moi-même, l'amour de moi. De me dire que, bah, chaque jour, je m'aime un peu plus, chaque jour, je me pardonne un peu plus, chaque jour je m'accepte un peu plus et chaque jour j'accepte un peu plus aussi la femme que je suis, même si elle est imparfaite. Je ne me satisfais pas de certaines choses, on va dire, futiles. Les ruptures que j'ai eues m'ont beaucoup, beaucoup affectée et c'est sûr que, ça a été difficile pour moi. J'avais le sentiment d'être, dépendante affective carrément, des personnes parce que j'arrivais pas à fermer la porte, j'étais toujours dans l'attente, que la relation redémarre aussi. Voilà, c'est quelque chose de très, très intense. C'est comme si tout d'un coup je laissais rentrer quelqu'un vraiment dans mon intimité parce que finalement je réalise que je ne me dévoile pas à tout le monde et une fois que j'ai ce lien profond, il est très, très difficile à défaire, en fait. Ce besoin d'être dans des relations qui sont authentiques et profondes et une fois qu'elles sont installées, c'est compliqué de défaire le lien. C'est un point central que tu viens de nous partager et merci. C'est intéressant quand même de signaler ça, que c'est très, très, très difficile, mais pour autant, les 2 ruptures que j'ai eues, j'étais à l'origine de ces ruptures. J'étais à l'origine parce que j'ai quand même une grande conscience de ce qui va et de ce qui va pas et je suis incapable de me mentir à moi-même très longtemps. Au bout d'un moment, on va dire que j'ai un instinct de survie qui prend le lead et je me protège, en fait et quand je vois que j'ai tout essayé et que ça marche pas, je pars, en fait. Et puis, bah, voilà, la décision qui est prise, après, ben, il y a ce temps de pause, ce temps de vide, ce temps de: «OK, bah, je me retrouve moi, je reprends l'espace» ou en tout cas j'essaye, tout en gardant un œil quand même sur l'autre, en espérant, en attendant peut-être qu'il se passe quelque chose et que cette personne,
accepte, elle aussi peut-être de faire un travail sur elle, comme moi je le fais sur moi puisque je suis aussi consciente des choses qui vont pas chez moi, en fait. Donc c'est vrai que quand je regarde, mes ruptures, j'ai fait ce travail sur moi, j'ai fait ce travail d'aller chercher de l'aide, un praticien, un thérapeute, un psychologue et cetera, pour aller regarder qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est cette souffrance qui est là et comment continuer d'avancer? Parce que j'ai quand même un idéal de ce que j'aimerais et j'ai envie quand même d'aller le toucher du doigt. C'est tout l'enjeu quand on est hypersensible. En plus, on est une hypersensible spirituelle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est une femme très intelligente, aussi exigeante, avec des hauts standards. Et parfois, ça peut être difficile de trouver son équilibre entre, bah oui, j'ai un idéal et c'est normal d'avoir un idéal, une idée de la personne avec qui on voudrait être, et en même temps, être aussi dans l'accueil que l'autre est différent, que Oui, l'autre peut nous apporter, que la différence est aussi une richesse. tout à fait. Comment tu as réussi à trouver justement ton équilibre et à pas forcément te juger pour les hauts standards que tu avais et en même temps rentrer en relation avec l'autre et être assez ouverte pour faire des rencontres? Et c'est là que la partie spirituelle, intervient. Je considère que je suis, guidée, que je suis aimée et que cette expérience, est là pour mon plus grand bien finalement, que je suis pas venue pour souffrir. Donc j'ai une intime conviction que je suis bénie et que ça ira en fait, au final. Il y a vraiment cette petite, fille en moi qui encore a un peu peur quoi, a encore un peu, d'appréhension, qui a encore un peu d'incertitude, qui n'ose pas. Alors qu'effectivement, de l'extérieur, j'ai, beaucoup d'assurance sur certains projets, je m'affirme, je suis, voilà, j'ai une personnalité vraiment, avec, bah, du leadership, en fait et donc toutes ces facettes, je pense que le plus difficile, ça a été de toutes les accepter, en fait. Je suis à la fois, cette femme, qui est toute douce, justement, qui est féminine, qui sourit, qui est gentille. Je suis à la fois cette, j'ai parfois je me perçois comme une femme d'affaires redoutable, peut-être, prête à tout pour réussir. Je suis parfois cette femme qui est à la fois charismatique et va, attiser un peu le mystère chez, la jante masculine, mais d'un autre côté, seuls, ceux qui ont le cran vont pouvoir, peuvent venir m'aborder, oser et puis d'un autre côté, il y a cette, jeune fille joviale qui a juste envie de profiter de la vie, de rire, de danser, d'être en nature, d'être en paix, d'être en communion avec les êtres. Il y a tout ça, en fait et une fois que j'ai accepté qu'il y avait tout ça et c'était mieux. C'est plus simple. Alors c'est tout récent, c'est tout récent et puis même, encore une fois, d'accepter que, il y a encore des parties de moi qui ont peur, quoi et c'est OK qu'elles soient là. L'hyper-exigence et les hauts standards de l'hypersensible spirituel fait que bah, parfois il aimerait être parfait partout et même tout le temps, il aimerait être parfait partout, réussir tout, au dépens et au détriment de sa santé mentale, physique, de son bien-être. Et donc c'est aussi une invitation à revenir à soi et à son humanité et se dire, ok, je lâche prise, parfois je serai à 100% et parfois 50% c'est ok. Je suis aussi mon flot intérieur. Donc c'est une énergie qui est beaucoup plus féminine et qui permet de tout simplement respecter ses propres besoins. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la puissance de Yamina, tu vois, cette force, ou est-ce que tu allais la chercher toute petite parce que tu as été malade dès ton plus jeune âge? Est-ce que tu peux nous en parler? Effectivement, je suis née avec, la drépanocytose, donc c'est une maladie génétique, qui concerne les globules rouges. Les globules rouges ont une forme différente, ils captent moins bien l'oxygène, ils vivent moins longtemps, ce qui fait que, on est tout le temps anémié, on est plus sensible aux maladies, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire comme, le sport, voilà, d'autres activités qui vont nous demander beaucoup, beaucoup d'oxygène. Moi, je suis née en Guadeloupe et malheureusement, je ne pouvais pas me baigner à la mer plus de 15 minutes. À la rivière, encore moins, je crois. Donc c'était très, très difficile. Lors de mon enfance, j'étais souvent malade, j'étais souvent hospitalisée et j'ai eu conscience très tôt qu'il fallait que je me batte, en fait, si je voulais rester en vie. Heureusement quand même, j'ai eu une famille aimante, j'ai eu des parents aimants qui ont tout fait pour, que je sois en bonne santé, pour m'aider à avancer, à grandir, dans les meilleures conditions et je pense qu'effectivement ma force, vient de là. C'est que
très tôt, j'ai eu envie de me battre pour vivre, en fait, pour profiter, pour être là. C'était pas donné, en fait. Ça m'a pas été, donné, ça m'a été, dès le début, je pense, de ma vie, j'ai eu beaucoup d'injonctions. Du coup, il fallait que je sois forte, il fallait que, je fasse attention, il fallait que je sois très vigilante sur, ce qui m'entourait, sur mon environnement, sur, comment je me nourrissais, sur le fait de m'hydrater beaucoup, boire beaucoup d'eau, justement pas faire d'activités, qui étaient demandeuses en énergie. Enfin, il y a énormément de choses que j'ai dû adapter et donc ma vision du monde a été très tôt impactée, avec, cette vision de: «OK, ça a l'air cool ce monde, il a l'air d'avoir plein de choses à faire, mais on dirait que, bah, voilà, se battre, il va falloir, être fort, il va falloir contrôler un maximum de choses, l'environnement, les personnes, l'entourage et tout». Ça a été, on va dire, assez formateur, voilà, je ne sais pas si c'est positif, négatif, il y a les 2, hein, puisque ça m'a aussi, beaucoup traumatisée. Mais d'un autre côté, ça a fait la femme que je suis aujourd'hui. Donc, voilà, c'est mon expérience et j'arrive à l'accepter aujourd'hui. Ça a été très difficile, hein, d'accepter aussi ma maladie. C'est paradoxal parce que aujourd'hui dans ma vie d'adulte, je vis bien avec ma maladie depuis que je l'ai acceptée, depuis que j'ai fait ce travail, aussi d'adapter mon style de vie, hein. J'ai tout à fait accepté qu'il y a des choses que je ne peux pas faire. Déjà quand je suis née, on a dit à ma mère que bon, j'allais pas vivre longtemps, hein, que peut-être d'ici les 5 premières années, j'allais vivre et puis après voilà. Puisque c'est vrai que les enfants drépanocytaires, l'espérance de vie, c'était à peu près 5, 6 ans, 7 ans. Finalement, le sang ne passe pas dans les vaisseaux parce qu'il est trop visqueux, il capte pas l'oxygène et puis c'est très, très douloureux et puis, en fonction des organes, bah, ça peut être, mortel si, le sang ne transporte plus l'oxygène, on va dire au cerveau ou, dans les poumons, enfin voilà, dans des endroits vraiment stratégiques. Donc effectivement, j'ai échappé, quelques fois, hein, comme ça à la mort, parce que j'ai été, heureusement bien prise en charge. D'autres conséquences qui s'est passé pour moi, c'est aussi que j'ai perdu mon premier enfant. C'est une conséquence directe de la maladie puisque la grossesse se déroulait très bien jusqu'aux 5 mois, de ma grossesse et puis tout d'un coup, tout s'est arrêté. Ce qui a été vraiment le début d'une longue période pour moi assez difficile. Mais au final, ce qui s'est passé, c'est que, bah, il y avait plus d'oxygène, mon enfant n'était plus alimenté en oxygène, donc c'est comme ça elle est décédée. Donc ça, c'est aussi une conséquence de la maladie et puis, encore une fois, des crises vraiment douloureuses. Une fois qu'on est adulte, on a la possibilité d'avoir de la morphine, tellement les crises sont douloureuses, tellement, on s'en sort plus, quoi. Le fait de faire des transfusions, donc grâce aux donneurs, ça aide, mais comme notre organisme ne produit que du sang malade, de toute façon, c'est pas une solution pérenne. L'espérance de vie, c'était 40 ans quand moi j'étais ado. On nous disait que, bah, faut surtout pas, faire sa vie avec quelqu'un qui a déjà la maladie parce qu'on peut avoir que des enfants malades. Donc je voyais que des interdictions. Je me disais que je pouvais même pas aimer qui je voulais, que, bah, finalement ma vie allait se terminer à mes 40 ans. Il y avait aucune perspective positive au final. Mais, j'avais quand même cette volonté de continuer, d'essayer de voir les choses venir, de continuer d'avancer. Et puis bon, bah, je suis tombée amoureuse et puis voilà, j'ai fait ma vie et puis effectivement quand, je suis tombée enceinte, à 27 ans, j'étais la plus heureuse et j'étais, vraiment, voilà, sur mon petit nuage. Alors j'étais suivie, hein, médicalement. En France, on a la chance encore une fois d'être suivie. Quand, j'ai eu la chance de tomber amoureuse de quelqu'un qui n'était pas porteuse du gène donc voilà, ça a été, on va dire facile. La grossesse s'est bien passée comme je disais, tout allait très, très bien jusqu'à ce jour où, voilà, j'ai plus senti mon enfant, bouger et on a été regarder, ce qui se passait et puis on nous a dit: «Bah, tout est fini, elle est partie». À partir de ce jour-là, ça a été, un choc parce que c'était comme si jusque-là j'arrivais à me convaincre que, ben, j'avais réussi. J'avais réussi malgré la maladie à vivre comme tout le monde. J'avais réussi, malgré l'hypersensibilité à voilà, à passer mon diplôme d'ingénieur, à être dans une relation amoureuse stable. J'étais partie, je vivais en région parisienne. J'avais quitté mon île natale et puis voilà, tout se déroulait bien et puis là, c'était le drame en fait. Là, c'était, vraiment quelque chose, de je j'ai pas de mots pour décrire vraiment comment est-ce que en fait, tout s'est éteint à ce moment-là. Au début, je me suis pas dit: «C'est la maladie», au début, je pensais que c'était moi. Au début, je me culpabilisais beaucoup, j'étais très en colère. J'avais toute cette, immense tristesse, cette immense colère, cette immense culpabilité et je ne savais pas quoi en faire.
Et puis effectivement, bah, petit à petit, on va dire, avec, l'aide de mes proches, avec l'aide de mon compagnon, il y a eu un avant-après pour mon hypersensibilité parce que autant avant, j'arrivais un petit peu parfois à retenir mes larmes, autant là, je pense que j'ai passé, 2-3 semaines à pleurer sans cesse du matin au soir. Après cet épisode, c'était impossible de retenir mes larmes, en fait. Imaginez un grand barrage et puis tout d'un coup, bah, le barrage cède et toute l'eau se déverse et ça a été ça depuis, en fait. Le fait de me reconnecter finalement, malgré moi, au fait que, beh, oui, il fallait assumer, il fallait ne pas faire comme si, hein. Là, c'était, bah, voilà, effectivement, tu es malade, il y a des conséquences, effectivement, tu es hypersensible et bah, accepte, quoi. C'était c'était une voilà, c'était une épreuve, je pense, j'espère once in a lifetime, je parce que j'en veux plus comme ça. Mais, clairement, ouais, il y a eu un avant-après pour moi. Ouais, merci de nous partager tout ça parce que c'est tellement... Je n'ai pas les mots. Je pense que c'est aussi ce qui fait ta force. Un, ce combat contre cette maladie et puis, ce deuil qui a été, tellement, éprouvant et qui a complètement finalement changé, ta perception du monde. Finalement, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses positives parce que tu es de nouveau maman. Tu as Oui. quel âge aujourd'hui? Tu parlais de 40 ans. Alors non, je n'ai pas 40 ans, mais Pas encore, mais effectivement, ouais, il y avait ces 40 ans qui étaient, voilà, l'espérance de vie, d'une personne atteinte de la drépanocytose. Dans quelques mois, je vais fêter mes 39 ans. C'est avec, une grande fierté que je dis ça et aussi, beaucoup de peur parce que, bah, je ne sais pas comment ça va se passer, mais, quand je regarde le chemin parcouru, je suis heureuse. Je peux dire que j'ai eu une belle vie, je peux dire que j'ai vécu des putains de montagnes russes, mais qu'est-ce que ça valait le coup, honnêtement. Juste pour quand même, terminer sur le deuil, périnatal que j'ai eu à vivre, ça a été difficile, hein. On a su que enfin voilà, que ma fille était décédée et on avait rendez-vous 3 jours plus tard pour l'accouchement donc pendant 3 jours, j'ai eu à porter la mort en moi, alors que j'avais porté la vie jusque-là. Puis après, j'ai été dans une salle d'accouchement, je pense, de 9 heures du matin. J'ai eu la péridurale à 10 heures et j'ai dû accoucher à minuit 24 et je suis restée avec mon compagnon toute la journée à jeun dans cette salle en attendant, hem, d'expulser, hein, mon enfant mort. Cette journée-là, j'ai entendu, 3 bébés naître et les 3 fois, je me suis dit: «Mais pourquoi moi, en fait? Pourquoi ça se passe comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait?» Et j'espère juste avoir la chance d'être maman à nouveau. Ce qui s'est passé aussi pour moi par la suite, c'est que, quelques semaines après, j'ai appris que mon compagnon et le père de ma fille, qui était morte, m'avaient trompée pendant une partie de la grossesse et là, je savais pas qu'on pouvait, tomber encore plus bas, mais c'est possible des fois. Donc non seulement j'étais sans enfant, j'étais en congé mat, sans enfant et il fallait expliquer aux gens, il fallait, voilà, expliquer que je travaille plus, que je suis là, que je suis en stand-by dans ma vie et que, bah, voilà, je suis dans l'attente. C'est une période où rien n'a plus de sens et c'est une période où tout s'écroule. C'est une période où je me sens seule au monde, mais pourtant j'avais encore ma foi. J'avais, espoir qu'à un moment donné, je comprendrais pourquoi je passe par tout ça. Il y aurait un sens, en fait, même si là, sur le moment, il y en avait pas et ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans l'attente des résultats de l'autopsie de ma fille et quand je l'ai finalement eu et qu'on a su que c'était la drépanocytose, je me suis effondrée. J'ai fait la confusion, en fait, hein, que ma maladie, c'était moi et que c'était de ma faute. Donc j'ai fait le choix aussi
d'aller dans un centre, dans un hôpital psychiatrique. OK, j'ai demandé de l'aide et je l'ai eu. Donc j'ai eu, 2 semaines et demie dans ce centre pour moi, pour, arrêter de cogiter, d'accord? Donc avec l'aide médicamenteuse, ben, voilà, j'ai arrêté de tourner en boucle, que c'était de ma faute, que qu'est-ce que j'aurais dû faire ce jour-là? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mangé? Qu'est-ce qui n'allait pas? Est-ce que j'aurais dû voir un médecin comme ça spontanément? Qu'est-ce q Voilà. Ça a été l'une des périodes les plus sombres. Ça a été une période où j'ai eu l'opportunité de dire: «OK, je maîtrise plus rien, mais c'est le moment de faire confiance à la vie. C'est le moment de voilà, de» alors je sais pas si c'est la signification de surrender en anglais, mais c'est vraiment: «OK, là c'est plus fort que moi et je lâche et j'ai confiance que après en fait, après, ben, tout ça aura un sens encore une fois». Donc je vais passer sur cette période, mais voilà, cette dépression qui s'est installée. Finalement, une fois que je suis sortie du centre, j'ai encore pris des médicaments pendant 2 mois, mais j'ai vite arrêté parce que j'avais j'étais motivée par la compréhension, j'étais motivée par, l'envie de repartir sur de bonnes bases. Je suis partie sur des psychothérapies pour me comprendre moi, pour réapprendre à m'aimer, pour me pardonner, pour, avancer parce que j'étais à terre, mais j'étais pas vaincue, j'avais envie de me relever. Et je voyais les autres mamans enceintes avec envie parce que, ben, là, du coup, ça n'avait pas fonctionné avec, mon compagnon au final, hein. J'avais pris la décision de partir, de repartir à zéro dans ma vie et je suis partie refaire ma vie dans une autre ville. Effectivement, bon voilà, la vie, a fait son œuvre et puis effectivement, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. J'ai parlé de mon histoire, on a fait ce projet bébé cette fois et donc j'ai été enceinte d'un petit garçon. La grossesse s'est très bien passée. J'ai été très suivie. J'ai eu, grâce au donneur, encore une fois, hein, de sang et je remercie toutes ces personnes parce que c'est juste incroyable de se dire qu'on peut vivre grâce à des personnes qui font don. Donc gratitude infinie, c'est vraiment là où on se sent aimé. C'est là où on sent que, bah, la vie est belle, en fait. On a la possibilité de vivre grâce à des inconnus qu'on connaît même pas. Ces inconnus, aujourd'hui, c'est grâce à eux que j'ai mon fils, puisque, depuis mes 4 mois de grossesse, au final, tous les mois, j'allais faire, des transfusions. Donc on m'enlevait un peu de sang, on me mettait du sang de donneur et donc ma grossesse s'est très bien déroulée. Alors bien sûr, j'étais super anxieuse, j'étais quand même suivie parce que oui, forcément, quand on a une première expérience aussi difficile, il y a énormément de stress, mais d'un autre côté, j'avais aussi cette confiance et puis donc à partir de 5 mois, 6 mois, bah, c'est là où j'ai envie de dire la grossesse a vraiment commencé puisque là, c'était nouveau pour moi et puis là, je pouvais croire que cette fois, ça allait marcher. Cette fois, il allait s'accrocher, ce petit et effectivement, bon, grossesse très bien suivie, accouchement déclenché, accouchement qui s'est très, très bien passé et mon fils est arrivé, le 9 août, le jour de la Saint-Amour et depuis, c'est mon petit amour, c'est mon rayon de soleil. C'est, merci Edmé parce que tu me donnes aussi l'opportunité de témoigner, même si j'ai déjà parlé de mon histoire, mais tu me donnes encore l'opportunité de témoigner et de montrer que même si on a vécu des choses extrêmement difficiles, extrêmement douloureuses, ce n'est pas une tare de baisser les armes, d'accepter d'être à terre pour, mieux se relever. On n'a pas à avoir honte d'avoir parfois des épreuves tellement difficiles, tellement injustes, tellement douloureuses parce qu'elles ne nous définissent pas, parce qu'elles ne sont pas la fin. Moi, j'ai toujours gardé espoir que j'avais ce petit poème de Jacques Prévert qui disait que le bonheur en partant a dit qu'il reviendrait. Donc à un moment, tout s'est éteint pour moi, mais quand je regarde aujourd'hui, je vois que, ben, tout s'est rallumé en fait et full gratitude. Beaucoup, beaucoup de gratitude pour cette vie.
Merci pour ces partages et je trouve ça particulièrement puissant. De l'extérieur, les hypersensibles sont perçus comme des personnes qui sont bouleversées par leurs émotions, par toutes les situations courantes qui arrivent dans la vie, et on les voit pas forcément comme des personnes qui sont fortes et puissantes. Et aujourd'hui, avec ton témoignage, on voit bien que cette hypersensibilité, tu l'as embrassée dans le deuil, dans tout ce qui t'est arrivé, dans ton histoire de couple, dans la maladie, et que tu as su dépasser ça et en faire quelque chose de très beau parce que, voilà, aujourd'hui, tu as une vie qui est riche dans tous les sens du terme, avec un petit garçon qui est merveilleux, avec plusieurs activités professionnelles qui te passionnent. Et là, bien sûr, on a un témoignage qui est poignant, où on est dans l'émotion. Mais moi, ce que j'ai envie de partager de toi aussi, c'est que tu es quelqu'un qui est vraiment animé par le fait d'être dans des activités qui te mettent en joie. Et c'est ce que tu vas rechercher. Tu es quelqu'un qui aime la danse, tu es quelqu'un qui aime la vie de manière générale. Je trouve ça très beau et ça nous renvoie à cette multidimensionnalité, ces multifacettes qu'on peut avoir dans notre personnalité. Comment tu as découvert que tu étais neuroatypique? HP, zèbre, ça dépend le mot que tu veux mettre dessus. Ben, j'ai commencé à me questionner quand ce terme est apparu. Effectivement, on parlait de personnes qui ont, la capacité de faire plusieurs choses, de voilà, je me suis dit: «Ah bah tiens, ça me ressemble un peu, Moi j'aime bien plusieurs choses, des choses qui n'ont pas l'air, d'être, voilà, liées, mais moi j'aime bien, puis parfois je vais au bout et puis parfois non». Hem, il y avait des personnes de mon entourage avec qui je m'entendais, qui avaient cette sensibilité, qui étaient, qui un peu, zèbres, voilà, avec qui je m'entendais très, très bien. C'était facile avec elles, justement. Du coup, je me suis dit: «Ah tiens, en plus, je suis entourée, de personnes qui sont un peu comme ça, c'est marrant et tout». Mais je voulais pas spécialement faire de test, et puis c'est vrai que j'ai eu une confirmation avec, une personne, je crois que c'est début de cette année qui cherchait des volontaires pour faire un test et j'ai dit: «Bah tiens moi» et puis effectivement au bout de quelques minutes, elle m'a dit: «Oh non mais tu es clairement, tu clairement neuroatypique». J'ai fait: «Ah bah oui». Je m'en doutais mais effectivement j'ai la confirmation. Et comment ça se traduit dans ta vie? Quelles difficultés tu rencontres? C'est vrai que depuis que j'ai eu la confirmation, ça a été, on va dire un soulagement de mettre un nom sur la façon dont je réagissais et qui était, on va dire, différente de celle des autres personnes, en fait. C'était: «Ah oui, ah bah, je comprends mieux en fait, OK, pourquoi est-ce que» je sais pas, on parle d'un truc et ben, moi je vais tout de suite, penser à quelque chose. On me parle de quelque chose et puis moi je vais penser à une solution. Voilà, je vais proposer des solutions ou alors, j'ai cette faculté à penser un peu différemment des autres et même d'autres personnes m'avaient déjà dit ça, que j'apporte une autre nuance, une autre tournure, C'est quoi les avantages pour toi d'être neuroatypique et c'est quoi les désavantages, en tout cas les difficultés que tu peux rencontrer? bah, les avantages je pense c'est, peut-être, d'aller plus vite dans la compréhension des choses et puis les désavantages, c'est, de m'ennuyer quand même assez vite, de vouloir de la nouveauté, de vouloir du challenge, de vouloir, ouais, de vouloir passer à autre chose, peut-être un peu plus rapidement, quoi. Mmh. Ce qui explique que tu as différentes activités? Aussi, ce qui explique que je sois passionnée par plein de choses, que, j'ai l'impression que les journées sont pas assez longues, que j'ai toujours envie de faire quelque chose, de regarder un contenu, ouais, de faire plein de choses en même temps, il y a plusieurs choses qui s'expliquent par ça effectivement et ou que je pense à une chose et puis je pense à autre chose et puis, comme tu disais, une pensée en arborescence et tout ça, je le comprends maintenant et je l'accepte de plus en plus, quoi.
Oui, l'un des désavantages, c'est que le cerveau va très vite, il réfléchit très vite, il analyse très vite, donc plus vite que la plupart des gens. Donc, on va se lasser, et puis après, ça peut aussi créer ce sentiment de décalage, de séparation avec les autres, puisqu'on voit des choses et on perçoit des choses qu'ils ne perçoivent pas. Et du coup, on est impacté par des choses qu'ils ne perçoivent pas. Il y a cette sorte de mentalisation de tout, finalement. On a l'impression d'être coincé dans son mental. On pense tout le temps, alors que beaucoup de personnes autour de nous arrivent à lâcher prise et à pas du tout capter ce genre d'informations. Est-ce que tu peux Oui. nous parler de ça, cette surcharge mentale? Oui, c'est comme tu as dit, effectivement, le fait de penser tout le temps, le fait d'anticiper tout le temps, le fait de vouloir optimiser tout le temps les choses. Enfin, moi aussi, je pense que j'ai un peu, peut-être par rapport à mon histoire de vie, par rapport à ma maladie, j'ai quand même cette notion du temps qui est assez biaisée et je pense qu'on travaille aussi ensemble sur ça, Edmé, sur le fait de me dire que: «OK, bah, j'ai le temps, peut-être». Peut-être pas, mais en tout cas, je peux prendre le temps, je peux accepter de vivre dans l'instant présent plutôt que de vouloir, tout anticiper, tout optimiser. Je vois le décalage parfois quand, on est en juillet, ou même en juin et que je suis en train de planifier mes vacances d'octobre et j'ai déjà pris les billets, j'ai déjà pris alors c'est pas que de la planification, c'est aussi vouloir contrôler, c'est aussi vouloir, voilà donc je sais que je suis en plein travail sur ça parce que ça crée un décalage avec d'autres personnes, avec, des membres de ma famille qui ne me comprennent pas, qui ne comprennent pas pourquoi je suis, toujours speed, pourquoi j'ai pas le temps. Hem, on peut me faire, la remarque, slash reproche que, moi j'ai pas le temps, que tous mes week-ends, je suis en train de faire quelque chose. Je suis, à un stage de développement personnel, je suis à, des conférences, je suis à oui, OK. Il y a des moments où je suis avec mon fils et là, je profite pleinement et puis, quand je l'ai pas, j'ai déjà booké mes week-ends. Donc ça crée effectivement un décalage, ça crée de l'incompréhension et mais c'est OK parce que, comme je disais, j'accepte de pas tout le temps me justifier et voilà, si les personnes, elles moi aussi je suis dans l'inconfort par rapport à leur comportement qui est à l'opposé à l'en de du mien et j'essaye aussi de pas montrer ma frustration de trop et d'accepter la différence des autres aussi donc c'est aussi un vrai travail pour moi, en fait. Et donc souvent, cette multipassion, en fait, le fait d'être multipassionné amène au slashing, hein, le fait d'être slasher, Exactement, oui. d'avoir différentes activités, Oui, professionnelles et même différents loisirs dans lesquels on va s'investir. Ce qui peut exactement. créer aussi de la surcharge mentale puisque, Mmh mh. on rentre dans un mode, d'hyperactivation. Du coup, ça Mmh mh. ça active beaucoup le système nerveux et on peut, malgré le fait d'être multipassionné, rentrer dans ce mode survie Mmh mh. où ça devient plus un plaisir, mais on se sent obligé de terminer les tâches, les projets qu'on a commencés. On a beaucoup de difficultés à faire le deuil et à s'arrêter. Est-ce Oui. que tu peux nous en parler, de cette recherche justement d'équilibre entre, j'adore faire ça et en même Mmh mh. temps, il y a un moment, j'ai l'impression que je suis obligé de terminer tout parce que Mmh. sinon je suis en situation d'échec? Alors moi, je suis pas en train de me dire: «Je suis obligée de terminer tout», mais par contre, je me culpabilise beaucoup de pas le terminer. Donc j'observe que je termine pas et je me culpabilise beaucoup avec, voilà, cette petite voix qui me dit: «Pourquoi tu fais ci? Tu voilà, tu es pas capable de terminer, tu aurais pas dû, nanana, nanana». Mais cette voix, elle est là, elle me juge, elle me je m'auto-flagelle un peu, quand je la crois, mais quand j'arrive à prendre de la hauteur et être en compassion avec moi-même, comme tu me l'as rappelé de nombreuses fois, c'est OK, en fait. Je vais choisir de pas finir pour le moment. Je pense que c'est aussi, ce qui m'aide, c'est de me dire que, c'est pas forcément définitif. Peut-être que dans quelque temps, je vais y revenir. Peut-être qu'à ce moment-là, j'aurai envie de finir. Mais là, sur le moment, j'ai pas envie et j'accepte, en fait. Je sais que mes premiers temps en tant qu'auto-entrepreneur, en parallèle de mon activité d'ingénieur, ça faisait 1 an et demi que je développais, mon entreprise de coaching et puis au bout d'un moment, donc au bout d'1 an et demi, j'ai arrêté et pendant 2 ans, je n'ai fait que, cette activité, de coaching. La première année où j'étais seule à mon compte, j'ai frôlé le burn-out, mais je l'ai vu. J'ai observé, en fait, que là, j'étais en surcharge et que ça commençait à devenir dangereux pour moi.
Donc j'ai arrêté. J'ai fait vraiment, cette action de OK, arrêter, prendre une pause avant que, voilà, avant d'être, en épuisement, par rapport à mon activité. Je pense que ce qui m'aide, c'est d'avoir une grande conscience de moi, de mes limites, d'observer, en fait, beaucoup les choses. Je vois que je m'autoflagelle. À partir du moment où je suis en mesure de prendre de la hauteur et de choisir un autre comportement, c'est OK, ça va mieux. Alors des fois, j'ai besoin d'un thérapeute, de quelqu'un pour m'aider à le voir, et d'autres fois, je peux le voir et choisir un autre comportement. Est-ce que tu te rappelles pourquoi tu as voulu commencer un accompagnement avec moi? Oui, je suis venue te voir parce que j'avais le sentiment d'avoir, des limitations, d'avoir des interdictions, mais je mettais ça plus sur le transgénérationnel, en fait. Je me sentais limitée, je sentais qu'il y avait quelque chose, qui n'était pas de ma volonté propre, on va dire, et j'avais besoin quand même de faire le point sur mon activité parce que je me sentais dans le flou. J'avais perdu aussi la vision de là où je voulais aller, avec mon activité, de coaching. J'avais besoin de recadrer un petit peu parce que j'avais le sentiment, voilà, d'avoir perdu un petit peu la vision, le fil, le sens, et finalement le désir peut-être de continuer. Mmh. Et quelles sont les difficultés que tu rencontrais avant de commencer, l'accompagnement? Retrouver l'envie, retrouver la joie, ouais, et puis retrouver peut-être le fil conducteur de là où je voulais aller dans ma vie, Mmh. voilà, de ma vie pro en tout cas. Et qu'est-ce que ça t'a apporté de travailler aussi sur cette dimension, spirituelle, énergétique? Puisque tu nous as parlé de transgénérationnel, c'est pas faux, hein, il y avait aussi une dimension, qui Mmh. allait en tout cas au-delà de ta personne, maintenant. Qu'est-ce que ça t'a apporté, de travailler sur ça? Alors ça m'a beaucoup aidée parce qu'effectivement on a été, on va dire libérer certaines choses en moi dont j'avais vraiment senti qu'elles me limitaient. Donc ça c'est bien. Je me suis sentie, bah, plus moi en fait. En réappropriation de certaines parties de moi. Du coup, plus de confiance, plus de force quoi, on va dire. Quelles sont les parties de toi que tu t'es réappropriées? Les parties de moi que je me suis réappropriées, je pense, c'est la partie qui peut être libre, la partie qui peut se réinventer, la partie qui, justement la partie qui a envie de connecter à sa joie. Parce qu'il y avait plus trop de joie, il y avait beaucoup d'obligations, il y avait beaucoup d'injonctions, il y avait beaucoup de peur, il y avait beaucoup, cette partie qui voulait retrouver une sécurité affective, une sécurité, financière, une sécurité, dans, heu, dans le sens finalement, dans cette quête de: «Ouais, beh, qu'est-ce que je fais maintenant au stade où j'en suis dans ma vie, quoi? Où est-ce que je vais, quoi?» La vision. J'ai retrouvé vraiment cette partie de la Yamina qui a envie d'être pleinement là, de vivre et d'expérimenter, et qui accepte encore une fois bah, peut-être qu'on va repartir de zéro et c'est OK, on va bien s'amuser en tout cas, et c'est cool, quoi. Oui, cette Yamina qui est plus légère et qui à la fois accepte de lâcher prise et de prendre la vie comme elle vient, même s'il y a toujours ce côté organisation, planification et les désirs que tu peux avoir, mais en tout cas prendre la vie avec beaucoup plus de joie et de légèreté. J'ai un peu reconnecté à ça aussi, quoi, cette partie qui accepte de OK, on peut prendre son temps, on peut apprécier des petites choses, sans culpabiliser. Alors dans ton parcours de vie, le corps a été important puisque le corps a souvent été malade Oui. et ça t'a posé des difficultés. Comment tu as vécu cette reconnexion, cette réappropriation du corps à travers l'accompagnement? Alors c'était très difficile. C'était très difficile effectivement de lâcher prise, de se connecter au mouvement. Alors je l'avais fait, hein, de par, voilà, certains stages, mais mais là, le fait de le faire peut-être un peu plus souvent, le fait d'apprendre à réguler son corps avec certains exercices, c'était à la fois difficile, mais aussi libérateur, en fait. Chaque fois, je me connectais un petit peu plus, j'avais ce sentiment de, ouais, me réapproprier, en fait, quelque part, et de m'autoriser aussi à continuer de me voir comme une femme. C'est vrai que, voilà, avoir longtemps été une enfant malade, puis
une personne malade, ça m'avait vraiment donné cette image de moi comme étant malade, que malade. Puis après, j'avais été cette femme qui n'avait pas pu donner la vie, qui avait donné la mort. Donc ça a été aussi très, très difficile, voilà, d'avoir ces mémoires dans mon corps et puis après j'ai été cette femme qui a pu finalement donner la vie donc voilà, donc j'ai commencé doucement à me réapproprier mon image, mon corps et avec les exercices que tu as proposés, c'est toujours un pas de plus vers, OK, une acceptation totale de qui je suis dans mon enveloppe corporelle aussi et plus finalement subir, l'expérience qu'il a vécue en fait, l'autoriser aussi à ancrer sa présence maintenant dans l'instant présent donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus de je pense de lâcher prise ou de fluidité, dans les mouvements parce qu'avant je me sentais quand même assez enfermée. Je pense que tu étais complètement prête à faire ce travail, même si c'était difficile, parce que dans tous les exercices somatiques que tu as pratiqués, tu dois être l'une des seules personnes qui a préféré les exercices les plus difficiles, qui sont les Ah exercices oui. du bassin, Ah ouais, de la j'adore. libération ouais, de la libération des mémoires du bassin, où tout le monde me dit: «Waouh, c'est un peu dur ça quand même» et Yamina, elle est là: «Mais c'est génial, c'est Ah l'exercice que ouais, je préfère». clairement, j'adore cet exercice et Est-ce que tu peux c'est nous parler l'exercice justement justement du bassin, de toute cette de la partie de l'utérus et du bassin et de comment tu as pris plaisir à aller bouger cette partie-là de ton corps? oui, je pense que c'est lié vraiment à mon histoire du coup, au fait que voilà, dans mon bassin, il y a eu, ma fille, il y a eu mes rêves, mes espoirs, puis après il y a eu le vide, puis après il y a eu la mort, puis après il y a eu, l'absence de mouvement, il y a eu rien et puis tout s'est figé en fait et puis même si par la suite, j'ai fait ce travail, puis après j'ai pu porter la vie, c'est comme si, vraiment, ça reste un endroit vraiment, on va dire, sacré et très, très important pour moi dans mon corps en tout cas et oui, je sentais vraiment la nécessité de le mettre en mouvement. Peut-être finalement quelque part de faire vivre à travers, ce mouvement, mon corps. Bah, c'est l'ouverture aussi du chakra sacré, Oui. qui est le centre du désir, du plaisir et comme on le disait tout à l'heure, toi, tout ce qui est plaisir, joie, Ah oui. ça a aussi été une reconnexion à ça pour toi, Oui. qui va nourrir, les activités dans lesquelles tu vas t'impliquer, tout ce que tu vas faire et donc je pense que la reconnexion au bassin, elle t'a permis aussi de libérer les énergies bloquées dans le chakra sacré et tu continues encore ce travail. Mmh mh. Mmh mh. Oui, oui, tout à fait. Hein. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans l'accompagnement, dans la reconnexion au corps, dans Alors au début, je voulais pas me reconnecter au corps, donc j'étais, je pense, assez réticente. Ça a été difficile. Après ce qui a été difficile, ça a été, c'est toujours difficile, hein, finalement peut-être de et je pense que c'est intéressant que ton programme, il est aussi en accès libre parce qu'il y a des choses que je n'ai pas encore pu, faire. Les séances, avec le fait qu'elles soient très régulières, ça m'aide beaucoup parce que, ça me permet de régulièrement pouvoir déposer, les choses qui sont là, pouvoir, faire un peu le vide, pouvoir, avoir des apports positifs et les mettre en pratique. Mais ouais, ça a été aussi difficile peut-être, de lâcher prise et de faire confiance et finalement de choisir pour moi, c'est toujours difficile de partager mon histoire, mes épreuves, mes difficultés, mes challenges parce que j'ai pas envie d'être jugée, j'ai pas envie de c'est pas faire pitié le mot que je cherche, mais bon, c'est un peu l'idée. J'aime pas trop me livrer, parler de moi, mais je le fais parce que je sais que ça m'aide et je suis très contente, de cet accompagnement. Je suis très contente que tu m'aies proposé de continuer parce que j'avais déjà initié un bon travail et que ça aurait été bénéfique pour moi de continuer sur ma lancée et ça a été le cas donc avec plaisir. Dans le travail de reconnexion au corps, par rapport à ton parcours, ce que je pense, c'est qu'il y a aussi une reconnexion à la joie, à la danse, à la spontanéité avec, des méthodes que tu t'es complètement appropriées comme, le shaking et le fait de danser finalement. c'est vrai que ouais, il y a moins de barrières à le faire. Je pense que j'ai toujours, comme tu disais, hein, aimé danser, aimé, voilà, exprimer cette joie, en moi, voilà, de temps en temps, je mets de la musique, je danse ou, je suis dans ma salle de bain, je vais me baigner et puis là, j'ai envie de danser, parce que, voilà, il y a une musique dans ma tête, j'ai envie de bouger mon corps
et bien là, il y a moins de: «Eh bah, pourquoi tu fais ça?» C'est cette petite voix qui juge. «Bah, pourquoi?» Bah, non, là, cette voix, je l'observe, je l'entends, mais je l'écoute pas. Donc c'est plus naturel. Il y a moins de freins à bouger effectivement de façon, un peu spontanée, et puis, et puis accepter que, bah, c'est la façon dont mon corps a choisi à ce moment-là de s'exprimer et il a le droit et c'est OK et c'est beau et je peux l'honorer en toute sécurité en fait, que ce soit dans ma salle de bain seule ou alors, à une soirée, voilà, c'est OK. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est hypersensible au potentiel comme toi et qui est, emprisonné dans son mental, qui arrive pas à lâcher prise? J'aimerais simplement montrer qu'autre chose est possible, juste si cette personne peut être touchée par mon histoire et voir que de là où je suis partie, aujourd'hui, je me porte beaucoup, beaucoup mieux. J'ai accepté, qui je suis, j'ai accepté mon histoire, j'ai accepté mes épreuves, même si aujourd'hui, je ne pourrais pas dire que j'ai atteint mon idéal de vie, mais je suis heureuse avec ce que j'ai et j'ai bon espoir pour la suite. J'ai simplement envie que cette personne puisse aussi dire que si c'est possible pour moi, Yemina, alors, c'est possible pour elle aussi, en fait. C'est une question de choix, c'est une question de se laisser la chance de le faire aussi, de simplement croire qu'elle est pas venue pour souffrir, elle est pas venue pour s'enfermer dans dans ce mental, elle est pas venue pour s'enfermer dans les peurs. Si cette personne m'écoute, je voudrais simplement qu'elle sache que c'est possible, ça existe, que d'autres le vivent et qu'il est temps qu'elle aussi, elle puisse oser croire que c'est possible pour elle, qu'elle ait envie de franchir cette porte. Elle a rien à perdre de toute façon, donc tu as gagné. Merci Yamina, c'est le mot de la fin. Merci d'avoir témoigné avec, tant de profondeur, d'authenticité. J'en attendais pas moins que toi, hein, moins que ça parce que je pense que cette manière de se connecter authentiquement et profondément à l'autre, ça fait partie de toi et ça fait aussi partie de ta puissance et Merci beaucoup et de l'invitation et puis, je suis contente d'avoir tout donné aujourd'hui, d'avoir tout partagé. Comme je disais, hein, j'accepte de plus en plus, qui je suis et c'est tellement bien, c'est tellement bon. Il y a encore d'autres choses à accepter, il y a encore d'autres choses à montrer, il y a encore d'autres choses à dire. Quand on me demande: «Mais qui est Yamina?» j'ai toujours cette appréhension de me dévoiler. Mais en tout cas, j'ai moins peur. Je me sens beaucoup plus en sécurité avec qui je suis et ça n'a pas de prix, quoi, donc je suis heureuse d'avoir témoigné et j'espère vraiment que plus de personnes, auront envie, elles aussi, d'être elles-mêmes et de kiffer cette vie. merci infiniment. Eh bien, on va prendre ce conseil de Yamina. Kiffez votre vie, osez être vous-même, parce que finalement, la seule chose qui nous appartient, c'est le moment présent. Pluriel, pluriel, pluriel. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a invité à ce mouvement intérieur. Un discours tellement criant de vérité, d'authenticité. Merci encore à Yamina de nous avoir partagé son expérience, sa sagesse, et de nous rappeler que le bonheur est un choix, que chaque jour nous pouvons faire le choix de nous honorer, d'honorer nos besoins, de prendre une direction différente, de nous relever, mais aussi de lâcher prise quand tout s'effondre autour de nous, pour mieux reconstruire sur des bases un peu plus solides et retrouver cette lumière, cette joie, qui est notre véritable nature. Merci Yamina pour ce message d'espoir. Yamina est une vraie ambassadrice de lumière, un exemple de résilience, de courage. Je vous invite, si vous avez aimé cet épisode, à laisser des commentaires, à poser des questions à Yamina et vous pouvez la contacter directement sur son Instagram. Je vous mets le lien en note de podcast. Si vous êtes une femme hautement sensible, que vous traversez en ce moment des choses qui sont compliquées, que vous avez envie d'être accompagnée, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour vous soutenir dans cette période et pour vous aider à vous reconnecter à votre sagesse intérieure, à développer cette autonomie sur la régulation de votre système nerveux, de vos émotions, et vous aider à vous accepter tel que vous êtes dans toutes vos facettes, dans votre multipotentialité. N'hésitez pas non plus, si cet épisode vous a plu,
à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Commentez, likez et partagez. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous. Paix et amour sur vous.